RCJ Midi, Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Au programme de cette édition, la situation en temps réel en Israël avec notre correspondante sur place Emmanuelle Ada et le reportage de Céline Corsia sur la solidarité qui s'organise au sein de l'État hébreu. Également dans ce RCJ Midi, des témoignages et puis le billet d'humeur de Noël Lenoir, la chronique droit de Marianne Felous et l'humeur de Franc Tireur. Voilà donc pour le programme que l'on débute tout de suite par le journal. Le journal. Des roquettes ont été tirées ce matin sur Sderot. Une jeune femme d'environ 20 ans et un homme ont été grièvement blessés. Un autre individu a été légèrement blessé. Les équipes du Magen David Adom les ont transférés à l'hôpital d'Ashkelon. Le ministre israélien de l'énergie annonce ce matin que l'État hébreu interdira toute entrée de produits de première nécessité ou d'aide humanitaire à Gaza tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Ils sont estimés à environ 150. Israël précise qu'il n'y aura ni eau, ni électricité, ni carburant tant qu'ils ne seront pas rentrés chez eux. L'armée israélienne confirme pour la première fois qu'il y a eu des signes la veille de l'offensive du Hamas, mais que les responsables n'ont pas été convaincus qu'il s'agissait de préparatifs pour une action contre Israël. Tsahal n'a donc pas augmenté le niveau d'alerte dans le sud du pays, ni alerté le gouvernement. Benyamin Netanyahou et le chef de l'opposition Benny Gantz sont parvenus hier à un accord pour former un gouvernement d'union nationale d'urgence. On écoute notre correspondant Gérard Benamou. 5 députés du camp de Benny Gantz entreront dans ce gouvernement comme ministres sans portefeuille jusqu'à la fin de la guerre, et puis les ministres seront limogés. Et à noter que ce gouvernement sera en fonction jusqu'à la fin de la guerre. Seules les lois ou les décisions gouvernementales qui concernent ce conflit seront promulguées. Tout membre du Hamas est un homme mort, a déclaré dans le même temps Benyamin Netanyahou. C'est une première depuis 1982. La compagnie aérienne El Al va organiser samedi des vols spéciaux pour rapatrier des soldats dont le retour en Israël est essentiel. Elle va également rapatrier ceux qui se trouvent aux États-Unis et en Asie. Les soldats voyageront gratuitement. Le secrétaire d'État américain est arrivé ce matin en Israël pour une visite de solidarité au cours de laquelle il va rencontrer Yitzhak Herzog, Benyamin Netanyahou et d'autres ministres. Anthony Blinken devrait aussi s'entretenir avec des représentants de familles américaines enlevées dans la bande de Gaza. Il se rendra enfin demain en Égypte et en Jordanie où il échangera avec le président de l'autorité palestinienne. En France, Emmanuel Macron rassemble ce midi les présidents de l'Assemblée, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. Il réunira également cet après-midi à l'Élysée les chefs de tous les partis politiques avant de prendre la parole à 20h. En attendant, le ministre de l'Intérieur déclare ce matin sur France Inter que plus d'une centaine d'actes antisémites ont été recensés en France depuis samedi. Essentiellement des tags, des croix gammées, des morts juifs, des appels à l'intifada contre Israël, et puis des actes plus graves, des insultes au sens physique du terme, et puis bien évidemment parfois des actes encore plus graves, des gens qui sont arrêtés avec des armes blanches à l'entrée d'une école ou d'une synagogue, un drone que nous avons vu voler avec une caméra à l'intérieur d'une cour d'un lieu cultuel juif. Et à chaque fois, puisqu'on a mis énormément de policiers et de gendarmes pour garder ces sites, on a pu interpeller 24 personnes ont été interpellées. Ils sont présentés évidemment à la justice. Je veux aussi dire, la haine sur Internet se déchaîne, puisqu'on a plus de 2000 signalements à Pharos, ce qui, objectivement, pour les propos antisémites, est extrêmement élevé par rapport, malheureusement, à la moyenne, même s'il est déjà élevé. Et à chaque fois, nous les présentons évidemment à la justice. Et une réunion sera également organisée en début de semaine prochaine pour évoquer l'épineuse question de la lutte contre la propagation terroriste sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur abordera notamment la coopération des plateformes pour faire supprimer les contenus illicites et en identifier les auteurs. En attendant, la directrice générale de X affirme avoir supprimé des centaines de comptes affiliés au Hamas.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, a rendu hommage hier aux victimes israéliennes du Hamas. Une minute de silence a également été observée par les sénateurs avant que la première ministre n'annonce la mort de 11 Français et la disparition de 18 autres compatriotes. Je veux avoir une pensée particulière pour les victimes françaises et pour nos compatriotes disparus dont la situation est extrêmement préoccupante. Parmi eux, plusieurs enfants, probablement enlevés. Nous sommes en lien constant avec les familles. Je veux adresser toutes mes pensées à la communauté française en Israël qui vit dans l'angoisse. Le centre de crise du Quai d'Orsay et notre ambassade sont pleinement mobilisés pour les accompagner. Par ailleurs, nous travaillons activement aux côtés d'Air France pour que des solutions de retour soient proposées à tous nos ressortissants qui le souhaitent. Et un vol spécial est organisé aujourd'hui par Air France pour rapatrier les Français considérés comme les plus vulnérables. Le ministère de l'Intérieur renforce par ailleurs la sécurité de 5 personnalités, dont la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, le président du Sénat, Gérard Larcher, le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, et le grand rabbin de France, Haïm Korsia. Polémique à Strasbourg après le retrait des drapeaux israéliens, ukrainiens et arméniens qui se trouvaient devant l'hôtel de ville. Si la maire écologiste Jeanne Barzéguian regrette cette juxtaposition qui nuit selon elle à la lisibilité de son message, l'opposition l'accuse de déshonorer la ville. Elle promet d'installer à la place, je cite, un message portant haut nos valeurs, fermez les guillemets. Et enfin, l'animateur Arthur dit regretter dans les colonnes du Huffington Post que ses amis du métier soient très silencieux. On est là quand il s'agit de toutes les causes et celle-ci, c'est comme le Bataclan, a-t-il déclaré, en regrettant l'absence de non-juifs au grand rassemblement qui s'est tenu lundi à Paris. Vous écoutez RCJ, il est 12h07. On se rendra dans un instant en Israël où se trouve notre correspondante Emmanuelle Ada pour évoquer la situation sur place en temps réel. RCJ Midi, édition spéciale. RCJ. Avec le FJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org/urgence-israël. don.fju.org/urgence-israël. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut national du cancer. Retrouvez dès maintenant la nouvelle série documentaire de RCJ, Copernic, l'attentat, le procès, de Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman, sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. On a été les oubliés et les silencieux. Vous devinez bien évidemment qu'il y a des enjeux qui vous échappent et qui sont bien plus une simple mort sur un trottoir dans Paris. Rendez-vous sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller, l'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 €, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org, rubrique appel à projet Noé. noépourlajeunesse.org. RCJ. RCJ Midi, édition spéciale.
Vous écoutez RCJ, les 12h10. On se rend à présent en Israël pour suivre la situation en temps réel avec notre correspondante sur place, Emmanuelle Ada. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. Alors Emmanuelle, quelles sont les dernières nouvelles du front, si je puis dire ? Écoutez Margot, le quotidien des civils est très difficile. Les alertes sonnent sans cesse sur nos portables et dans les airs et nous courons aux abris régulièrement en laissant parfois une casserole sur le feu ou en y allant en pyjama. Les enfants pleurent ou pas, leur doudou ou leur portable dans les mains. Ils sont habitués à ce genre de scène incroyable. C'est le quotidien des Israéliens depuis plusieurs jours. Les booms retentissent aussi régulièrement. On vérifie de suite sur nos applis d'alerte où les missiles ont été tirés pour appeler nos familles, nos amis. Les nouvelles vont tellement vite qu'il est difficile de toutes les intercepter et de les traiter, mais quand on voit la liste et les visages des noms des soldats qui tombent aujourd'hui au combat, notre respiration s'arrête et nos larmes coulent toutes seules. 31 nouveaux noms de soldats de Tsahal sont tombés, ils ont été autorisés à être publiés, 31 visages souriants de jeunes Israéliens défendant leur pays, mais qui vont laisser derrière eux une famille au cœur déchiré. Aujourd'hui, Valentin Elignacia, soldat francophone de Montpellier qui est tombé au combat dans l'assaut du kibboutz de Be'eri, est en train d'être enterré au mont Herzl. Il allait avoir 23 ans. Et puis les forces de Tsahal ont arrêté des dizaines d'hommes recherchés à Jenin, dont 5 membres du Hamas. Tout au long des arrestations, de violents échanges de tirs ont eu lieu entre les soldats et les terroristes. À cette heure, aucun blessé n'a été signalé parmi les soldats de Tsahal. Des journalistes américains affirment que Tsahal avait été prévenu quelques heures plus tôt de ce que le Hamas prévoyait. Est-ce que vous en savez plus, Emmanuelle ? Alors effectivement, c'est une nouvelle qu'il faut prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire. On en parle depuis quelques jours et puis là, la presse en parle vraiment. Tsahal aurait reconnu que la nuit précédant l'attaque, certains signaux avaient été repérés, mais il est précisé qu'aucune alerte des renseignements pour une attaque d'un tel niveau n'a été lancée. C'est pourquoi le niveau d'alerte dans le sud n'a pas été augmenté et que l'échelon politique n'avait pas été prévenu. Mais d'après la chaîne CNS, le Hamas préparait cette attaque déjà depuis 2 ans, mais les officiels du gouvernement actuel commencent à parler. Dans un entretien avec Ynet, le ministre de l'Éducation Yoav Kish, qui est membre du gouvernement actuel, a admis la responsabilité de son administration dans l'attaque surprise et meurtrière Hamas contre Israël. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement exprime une telle position. Nous nous sommes préoccupés de futilité, dit-il. Nous avons oublié où nous vivons. Cela s'est produit sous notre gouvernement et des conclusions seront tirées et nous en prendrons la responsabilité, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Emmanuel, l'ancien président américain et ami de Benjamin Netanyahou, Donald Trump, s'en est pris au premier ministre israélien. Oui, Donald Trump n'a pas hésité à parler du Premier ministre israélien en des termes très durs alors qu'Israël se trouve en guerre, je vous le rappelle. Alors bien sûr, Benjamin Netanyahou s'est énormément rapproché ces derniers jours, ces dernières heures du président Biden et le Donald Trump ne doit pas voir ça d'un très bon œil. Donald Trump est revenu sur l'élimination du chef terroriste Qassam Soleimani en 2020. Il a prétendu que Benjamin Netanyahou avait refusé d'aider les États-Unis. Nous étions très déçus, mais nous avons fait le travail nous-mêmes, dit-il, et Bibi a essayé de s'approprier le crédit. Je n'ai pas aimé cela, a déclaré Donald Trump. Il a également ajouté qu'ils se battent en parlant des Israéliens potentiellement contre l'Iran, puis il a évoqué la menace de l'ouverture d'un front au nord, et il a également insulté un des membres du gouvernement, sans le nommer, mais tout le monde a compris de qui il s'agissait, puisqu'il parlait de monsieur Ben Gvir en disant « mais qui a déjà entendu un idiot pareil ». Fin de citation. Donald Trump se sert de la guerre en Israël pour promouvoir sa campagne électorale contre Biden et n'a cessé de lancer des piques à Benjamin Netanyahou. Il n'était pas prêt, Israël n'était pas prêt. Sous Donald Trump, il n'avait pas besoin d'être prêt, déclare-t-il. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, s'oppose à son beau-père. Maintenant plus que jamais, il est important que le monde soit très fort et solide aux côtés d'Israël, déclare-t-il. En faisant référence au 11 septembre, Kushner a ajouté « Il est dommage qu'il faille attendre de tels actes pour unir la nation, mais je vois que depuis 48 heures, des signes montrant que l'État d'Israël s'est uni et se bat pour sa terre. »
Par ailleurs, Emmanuel, il faut aussi rappeler à nos auditeurs de faire attention aux fausses informations relayées par la chaîne Al Jazeera et que certains journalistes reprennent. Tout à fait. Le Hamas a publié par le biais de la chaîne Al Jazeera une vidéo dans laquelle on voit une mère et ses 2 enfants repartir en Israël comme s'ils avaient été libérés par le Hamas. Il n'en est rien. Pourtant, les chaînes étrangères, y compris en France, ont repris cette information en annonçant que 3 otages avaient été relâchés. Le porte-parole de Tsahal a tenu à préciser qu'il s'agissait d'une fausse information, que cette mère et ses enfants n'étaient pas otages du Hamas. Et enfin, Emmanuel, il y a aussi cette polémique autour des traitements médicaux donnés aux terroristes du Hamas dans les hôpitaux israéliens. Oui, depuis hier soir, le débat fait rage dans l'opinion israélienne. Les responsables des hôpitaux ont déclaré qu'ils avaient été contraints d'accueillir les terroristes du Hamas et contraints de les soigner. Les familles des Israéliens blessés et soignés dans ces hôpitaux ont été très choquées du manque de tact du ministère de la Santé. Des manifestations, des actes de violence ont eu lieu depuis hier devant les établissements. Les directeurs des établissements ont exhorté le ministère de la Santé à transférer les terroristes dans un établissement militaire fermé. Le ministre de la Santé, Moshe Arbel, a demandé à Benyamin Netanyahou de ne plus traiter les terroristes dans les hôpitaux publics. Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien évidemment demain matin dans la matinale et en attendant, bon courage à vous sur place. Merci Margot. Vous écoutez RCJ, il est 12h17, l'heure du billet d'humeur de l'ancien membre du Conseil constitutionnel et ancienne ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir. Le billet d'humeur, Noël Lenoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et ce matin, bien entendu, nous ne pouvons pas ne pas parler des atrocités qui ont été commises en Israël, mais aussi de l'Europe et de la position de l'Europe qui, pour le moins, me paraît assez ambiguë. En effet, le Conseil européen semble hésiter à suspendre les aides à la Palestine, pour des raisons, dit-on, humanitaires, alors que je considère que pour des raisons humanitaires, il faut suspendre les aides à la Palestine. Après le samedi noir du 7 octobre dernier, évidemment, l'Union européenne doit réfléchir à la façon dont elle accorde ces aides. Et personne ne nie le caractère absolument scandaleux, à mes yeux, des déclarations de Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ces déclarations au journal britannique Le Guardian sont les suivantes. La suspension des paiements qui punit l'ensemble du peuple palestinien aurait nui aux intérêts de l'Union européenne, ah bon, et n'aurait fait qu'enhardir les terroristes. Mais on croit rêver. Mais quel espace d'atrocité supplémentaire reste-t-il à l'enhardissement, comme il dit, de ces sauvages qui ont massacré des populations entières? Et comment peut-on suggérer moralement qu'il suffit de verser de l'argent susceptible d'aller dans les caisses du Hamas pour calmer ces ardeurs génocidaires? Et comment surtout accepter que ces fonds soient versés sans véritable contrôle pour aboutir dans les poches du Hamas, ce qui apparemment semble avoir déjà été le cas lorsqu'on en juge par le luxe des villas de leurs dignitaires dans la bande de Gaza. L'Union doit donc moralement et humainement suspendre ces aides et laisser le Qatar, la Turquie et l'Iran, qui sont les grands pourvoyeurs du Hamas, y suppléer. Et ce sera l'occasion pour l'Europe de mettre enfin de l'ordre dans ces financements qui sont dédiés à ces actions dans le monde, près de 60 milliards d'euros pour la période de 2021 à 2027. Ça fait des années que les conditions d'attribution de ces aides sont critiquées par les instances européennes elles-mêmes. J'en cite 2 exemples. Premièrement, un rapport de 2018 sur la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne par des ONG, de la Cour des comptes européenne, qui appelait déjà la Commission à Bruxelles, je cite, à des efforts supplémentaires pour plus de transparence, et qui déplorait, je cite, que la Commission ne contrôle guère les déclarations par lesquelles des entités s'identifient en tant qu'ONG, ajoutant que cette commission n'a même pas les informations sur toutes les ONG qu'elle soutient. Et enfin, le rapport relevait que les organismes de l'ONU sur lesquels s'appuie la Commission pour répartir les aides ont publié, je cite, des informations inappropriées sur les contrats passés avec les ONG. Mais rien n'a été fait. En 2019, un an plus tard, un parlementaire européen allemand, Joachim Kuss,
publié un rapport sur les financements à des ONG, presque toutes d'extrême gauche, soulignait-il, qui les utilisent, je cite, pour saper les positions des gouvernements conservateurs des États membres, mais aussi de pays tiers, et en particulier Israël. Dont acte. Mais malgré ces alertes, rien n'a été fait. Et malgré le Qatargate, qui a révélé des liens troubles entre certains élus européens et des ONG agissant comme lobbyistes de pays plus ou moins recommandables, rien non plus n'a été fait. Donc plusieurs mesures s'imposent. Et la première, c'est que l'Union respecte ses procédures budgétaires rigoureuses d'attribution et de contrôle de l'utilisation des fonds par les ONG bénéficiaires. Quant à la Palestine, suspendre l'attribution des fonds européens est un minimum dans les circonstances dramatiques présentes. Mais surtout et avant tout, ce qu'il faut, c'est prendre appui sur ce drame pour tout revoir. Car au-delà d'un contrôle administratif indispensable de ces aides, il faut les conditionner, comme l'a proposé Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie. Il est souvent décrié, mais il a eu raison quand il a appelé à une révision des manuels scolaires qui aujourd'hui, en Palestine, appellent à la violence contre les Juifs. Et il faut avant tout, si l'Europe veut être morale, que ces aides profitent à la population et non, comme trop souvent aujourd'hui, à une caste au pouvoir. Et pour ce faire, il faut que l'Europe saisisse le parquet financier européen lorsque des détournements sont détectés. L'Europe, en effet, et ce sera ma conclusion, ne doit pas financer des barbares. Noël Lenoir, vous écoutez RCJ, il est 12h21. Dans un instant, ce sera le reportage de Céline Corsia en Israël sur la solidarité qui s'organise dans l'État hébreu. RCJ Midi, édition spéciale. Moi, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Qualibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Bonjour, je suis Marc Wielinski. Retrouvez-moi tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Avec mes invités, nous parlerons du présent et de l'avenir dans mon émission Pile Poule. RCJ. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h23, au 6e jour du conflit en Israël. On retrouve à présent notre correspondante Céline Corsia qui témoigne des actions de solidarité mises en place sur le terrain pour porter secours à ceux qui en ont besoin. Et c'est à votre micro, Elsa Parienté. Bonjour Céline. Bonjour Elsa. Tout d'abord, tout simplement, comment vivez-vous depuis samedi ? Écoutez, on est passé par plusieurs étapes pour tout vous dire. Samedi, c'était le dernier jour, donc le jour de Simchat Torah ici en Israël, le dernier jour de la fête de Sukkot. Traditionnellement, une journée extrêmement festive, placée sous le signe de la joie, des réjouissances. Nous nous sommes retrouvés d'abord dans un état de complète sidération, un grand choc. Nous étions tous atterrés par ce qu'il venait de se passer. Et d'abattement, on peut le dire, d'abattement, mais très vite, ce peuple israélien qui est extrêmement résilient a su retrouver cet esprit très combatif qui lui est si caractéristique. Et il me semble qu'une chaîne de solidarité s'est mise très vite en place en Israël, et notamment une avec vous. Comment agissez-vous depuis quelques jours sur le terrain ?
Alors, effectivement, dès samedi soir, j'ai commencé à mener tout de suite et lancer une chaîne de solidarité. Alors, tout d'abord à destination des militaires, puisqu'il faut savoir que la plupart des militaires et des réservistes qui ont été appelés en catastrophe samedi sont partis quasiment sans effet personnel. Il a fallu donc très rapidement l'acheminement du matériel, des effets personnels, fournitures, de produits de toilette, etc. Et donc, j'ai commencé à mener une action concertée avec, d'un côté, les bases militaires, de l'autre côté, les bénévoles et bien évidemment les gens qui avaient, dans un premier temps, des choses à donner, puis des choses à acheter. Je vous propose d'écouter un bénévole sur le terrain qui a témoigné pour vous. Bonjour, alors je témoigne ici de ce qu'on fait en ce moment. J'ai arrêté, enfin on a été obligé d'arrêter nos activités à cause de la guerre qui se passe en ce moment en Israël. Chacun, on essaye de donner ce qu'on peut pour aider un peu nos soldats. Ce qui se passe, c'est qu'on essaye tous les jours de rassembler le plus de fournitures possibles, que ce soit de la nourriture, que ce soit des affaires, des caleçons, des chaussettes, pour pouvoir aider nos soldats qui sont dans les meilleures conditions possibles. Du matin au soir, on va commencer la matinée à monter dans des gros camions que bien sûr des civils prêtent pour pouvoir avancer et déposer la marchandise. On va remplir le camion de A à Z. Une fois que le camion va être rempli, on va aller ou descendre dans le sud d'Israël où s'est passé tous les gros attentats, enfin le gros carnage qu'il y a eu là-bas, ou monter dans le nord où des soldats protègent la frontière. Voilà. Et on va tout simplement distribuer petit à petit que ce soit, comme je disais, des caleçons et bien sûr chaussettes, etc. Un petit peu à manger, un petit peu de bonbons aussi pour nos soldats et surtout pour leur mettre le sourire sur leurs lèvres, qu'ils soient joyeux et qu'ils voient qu'on est avec eux, qu'on est tous ensemble et qu'on essaye d'être un peuple uni pour avancer ensemble et surtout survivre et que Israël tienne et soit maintenu dans sa sérénité. Voilà. Merci beaucoup Céline pour l'apport de ce témoignage. Vous, au quotidien, comment vous déterminez l'aide que vous fournissez et est-ce que vous organisez dans une perspective de longue durée justement cette solidarité du quotidien? Alors en effet, c'est une bonne parce que passé l'excitation des premiers jours où les gens sont évidemment très enclins et très enthousiastes à aider, on a des demandes qui affluent de partout dans le monde. J'essaye moi de dire aux gens de calmer un maximum les ardeurs que je comprends parfaitement, que nous comprenons ici parfaitement, tout le monde a envie d'aider. Mais ce qui est important, c'est de coordonner et de structurer les actions. Donc, en ce qui concerne la chaîne de solidarité que nous avons montée sur place, nous avons un point tous les matins à 7h qui nous parviennent du terrain avec des remontées très précises des besoins. Et donc, on ajuste les besoins, on ajuste ce qu'on demande en fait en fonction des besoins qui nous sont remontés quotidiennement. Ce qui nous permet en fait d'adapter les solutions, les réponses à ce qu'on nous demande et surtout d'éviter les déperditions d'énergie, les déperditions de temps, bien sûr les dépenses inutiles, parce que j'avais dit la perspective de longue durée, on s'y attend. Ce conflit sera compliqué, ça va prendre du temps et passer les premiers jours, il va falloir tenir sur un marathon plutôt qu'un sprint sur plusieurs semaines. Et dans ce sens, je m'appuie après donc la réponse d'urgence sur la diffusion et le relais de grandes associations qui fournissent des réponses justement sur le long terme. L'une des associations qui fait un travail absolument remarquable sur le terrain, c'est le Fonds social juif unifié, dont je relaie les messages. Parce que le Fonds social juif unifié a l'expertise et a la possibilité justement de fournir des réponses adéquates et adaptées en fonction des besoins, notamment sur l'évacuation, le relogement et l'acheminement des denrées alimentaires. Et donc, c'est très important que les gens comprennent qu'il y a comme ça quelques grandes initiatives menées par des associations reconnues pour leur expertise
qu'il faut soutenir plutôt que de multiplier des cagnottes, multiplier des initiatives isolées qui parfois nous desservent parce qu'elles nous font perdre plus de temps finalement que gagner en efficience. Vous le voyez, vous, sur le terrain, et c'est aussi ce qu'on entend, ce sont beaucoup de jeunes qui font face aujourd'hui à des atrocités. Est-ce qu'ils vous parlent de ça? Est-ce qu'ils ont un soutien à ce niveau-là? Alors, oui, on a eu dans un premier temps un afflux de jeunes handicapés, il n'y en a pas eu beaucoup, hélas, de cette fameuse raid party qui a eu lieu à Be'eri, à Reim. Et ce sont des jeunes, pour la plupart, qui étaient venus pour une fête, qui ont été massacrés froidement par des terroristes. Et dans un premier temps, ces jeunes qui ont été évacués ont absolument besoin de soutien psychologique. Ça, c'est très important. Des cellules de soutien psychologique se mettent en place pour porter secours à ces jeunes. On parle beaucoup des populations du Sud qui sont traumatisées par ce qui s'est passé et qui continuent de l'être, parce qu'on ne peut pas être dans le post-trauma, étant donné que les roquettes continuent de sonner. Au moment où je vous parle, il y a 2 heures, il y a une explosion juste au-dessus de la tête. Donc pour les enfants et pour les jeunes qui n'ont pas école, qui n'ont pas école, je le souligne, le travail de reconstruction psychologique, il est énorme. Il y a énormément de points et c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et on a eu des retours, bien sûr, des jeunes soldats qui sont à leur poste, comme je vous l'ai dit, depuis samedi. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une soldate combattante. Bonjour à tous, on est le Gdoud Bardelas, un Gdoud où il y a des filles et des garçons qui sont combattants. On est à la frontière de Gaza par cette situation. On protège notre peuple et on est fiers. On reçoit beaucoup de choses. Merci à vous tous, à tout ce que vous nous apportez jusqu'ici. Vous êtes vraiment des melachim, comme on dit en hébreu. Mille merci à tout ce que vous nous donnez. Ça nous donne de la force et on continue à vous protéger. Am Israël Chai. Vous menez des actions de solidarité depuis de nombreuses années, Céline Corsia, en Israël. Est-ce que c'est totalement une autre ampleur cette fois? Alors écoutez, comme je le disais tout à l'heure, le peuple juif était un peuple résilient par définition, est un peuple qui a un esprit combatif considérable. Et c'est vrai qu'en général, quand une catastrophe de cette ampleur survient, les gens se mobilisent, les gens s'organisent. Pas seulement en Israël d'ailleurs, puisque tout le monde répond présent, que ce soit évidemment en France, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. La difficulté ici, c'est que ce type de conflit, il est terrible parce que j'entends beaucoup dire, alors c'est 50 ans après la guerre de Kippour, oui, mais c'est pas la même chose. Ce conflit s'est ouvert par surprise, par un massacre systématique de civils, d'hommes, femmes, d'enfants. C'est-à-dire que là, on en est à plus de 1200 morts et des milliers de blessés et on n'a pas terminé. La difficulté dans cette opération de solidarité, d'essayer de prioriser les besoins et d'essayer de ne pas céder à l'abattement, à l'accablement quand on suit les médias israéliens et qui nous, évidemment, donnent des informations chaque jour extrêmement sombres. Il faut savoir aussi que la situation pour les civils qui sont hors des zones de combat n'est pas simple, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les roquettes continuent, les alertes aux roquettes continuent de sonner. On a eu une alerte dans le front nord hier en fin de journée qui a pris par surprise un certain nombre de gens. Donc, si vous voulez, la situation psychologique est très tendue. Les gens, les rues d'ailleurs sont mis à part les centres qui ont été mis à disposition, sont vides. Les gens, tout est fermé, évidemment. Les restaurants, les cafés, il y a très peu de choses qui restent ouverts. Et c'est ça qui va prendre du temps parce que on n'en est qu'au début de la prise de conscience qui vient de nous arriver, et pour le moment l'action a cédé le pas à tout le reste qu'il faudra poser, mais plus tard. Merci beaucoup Céline Corsia pour ce témoignage et bon courage dans vos actions quotidiennes. Merci Elsa.
Et merci à vous Elsa Parienté, vous écoutez RCJ. Il est 12h34. Ilan Klein, directeur adjoint du département international du Magen David Adom, est à présent au micro de Laurence Goldman. Bonjour Ilan Klein. Bonjour. Depuis samedi, le Magen David Adom est à pied d'œuvre pour porter secours aux victimes israéliennes du Hamas. Vous avez, Ilan Klein, l'habitude d'intervenir sur le terrain en Israël et dans le monde entier avec vos équipes. Ce que vous avez vu ces derniers jours, ça dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Oui, tout à fait. À part les blessés et malheureusement les morts qu'on a vus, nos secouristes étaient en danger de vie. Et malheureusement, on a perdu quelques secouristes du Magen David Adom. Le sentiment quand on envoie des équipes sur le terrain et on sait qu'ils vont peut-être pas revenir et retourner dans les stations, c'est quelque chose de très dur pour nous. Comment se déroule votre travail depuis samedi ? Alors, depuis samedi, on est en état d'alerte maximale partout en Israël, dans le sud, dans le centre et dans le nord. Le Magen David Adom a déployé des centaines d'ambulances pour pouvoir réagir le plus vite possible et sauver des vies. Combien de blessés actuellement sont soignés dans les hôpitaux israéliens ? On parle au total plus que 2500 blessés. La majorité, le Magen David Adom a évacué vers les hôpitaux et une grande partie, le Magen David Adom a participé dans l'évacuation secondaire entre les hôpitaux dans le sud d'Israël aux hôpitaux au centre d'Israël. Ilan Klein, le monde a découvert avec horreur les massacres de civils commis dans les kibboutz de Kfar Aza et de Be'eri. Est-ce qu'il faut s'attendre à en découvrir d'autres, encore d'autres corps, encore d'autres victimes des terroristes ? Selon ce qu'on sait, l'armée a accès à toutes les zones autour de la bande de Gaza. On espère de tout cœur qu'il n'y aura pas encore des photos comme ça de personnes, des êtres humains, des juifs qui sont massacrés sur le terrain. De toute façon, le Magen David Adom est sur place pour pouvoir sauver des vies. On espère que s'il y a des blessés, on pourra les sauver le plus vite possible. Combien de personnes travaillent avec vous au Magen David Adom en ce moment, Ilan Klein ? En tout, en Israël, on a 30 000 bénévoles. On a déployé une grande partie dans le sud et il y a encore une grande partie qui se prépare dans le nord d'Israël. Je crois que tous les bénévoles du Magen David Adom participent à cet effort pour la population israélienne. Ilan Klein, Israël est en deuil et se prépare à la guerre. Dans quel état d'esprit est la population israélienne aujourd'hui ? Je crois que ce qu'on a passé samedi était très compliqué, était très dur pour la population, mais la population est forte. On comprend que c'est notre pays, c'est le seul pays du peuple juif, et c'est la raison qu'ils sont tous unis pour gagner cette guerre. Une dernière question, Ilan Klein. Les Juifs du monde entier sont aux côtés d'Israël dans cette épreuve terrible. Est-ce que les Israéliens, est-ce que vous savez que nous vous soutenons ? Est-ce que vous avez confiance de cet immense élan de solidarité de la diaspora à travers le monde ? Oui, on le sent ici en Israël, on le sent au Magen David Adom. Il y a toutes les communautés autour du monde qui sont généreux et qui envoient leurs dons au Magen David Adom. Ça nous soutient, ça nous aide à se préparer pour le futur. Malheureusement, ça peut être long cette guerre et on se prépare et c'est une bonne opportunité pour remercier les communautés autour du monde pour ce soutien. Continuez à nous soutenir, continuez à soutenir Israël, continuez à soutenir le Magen David Adom, c'est très important pour nous. Merci beaucoup Ilan Klein d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RCJ. Merci encore et bon courage à vous. Merci. Laurence Goldman, vous écoutez RCJ, il est 12h39. La réalisatrice Cindy Xayel est à présent à votre micro, Victoria Gérovelmont, au sujet des rave parties en Israël. Bonjour Victoria. Oui, bonjour Cindy Xayel. Alors, on a un petit problème, on n'a pas pour l'instant.
la réalisatrice en ligne. Alors, je vais faire une petite présentation. Cindy Xayel est réalisatrice et productrice. À 20 ans, elle devient reporter de guerre à la frontière israélienne avec le Liban et la Syrie. Et de cette expérience, elle en fait un film, Transthérapie, un road movie sur les 4 années qu'elle a passées en Israël. Car pendant ces années, elle découvre, je cite, une jeunesse du Moyen-Orient qui fait des rave parties un exutoire. Est-ce que vous êtes en ligne ? Oui, je suis en ligne, vous m'entendez ? Super, super. Parfait, c'est bon. Bonjour Cindy Xayel, merci d'être au micro de RCJ. Merci à vous de me recevoir. Alors, c'était important pour vous de prendre la parole. Pour rappel, ce samedi 7 octobre, les terroristes du Hamas avaient pris pour cible une rave party organisée dans le désert du Negev. Ce festival réunissait des centaines de personnes et au moins 260 corps auraient été découverts. Que pouvez-vous nous dire de ces rave parties ? Écoutez, en effet, j'ai été terriblement meurtrie par cette nouvelle des 260 victimes innocentes de la rave party, donc je précise, du festival Tribe of Nova, près du kibbutz Reim, donc dans le sud. Effectivement, je tenais particulièrement à apporter mon témoignage. Donc moi qui ai vécu tous les week-ends quand j'habitais en Israël ces rave parties, donc c'est trans party plus précisément. Il s'agit de musique trans, donc c'est un mix en fait entre la techno et l'électro, donc une musique assez captivante, on va dire hypnotique, et on y va donc en fin de semaine pour célébrer la paix, l'amour, l'altruisme, l'espoir de faire la paix notamment avec les voisins, et puis la liberté. Voilà. Alors depuis samedi, vous partagez des images de ces rave parties pour faire comprendre la signification de ces rave parties. Quels symboles elles représentent et quel symbole cela représente-t-il de les avoir attaqués ? Écoutez, comme je disais, effectivement, pour avoir vécu 3 ans en Israël et fréquenté chaque week-end, je peux vous certifier que les gens qui sont là-bas sont dans une optique vraiment de pacifisme, d'optimisme également. Franchement, j'ai jamais vu des gens aussi gentils. La preuve, c'est que voilà, en général, quand on va dans une fête, dans n'importe quelle fête, il y a des gens qui finissent dans un état pas forcément bon, ce qui est le cas aussi parfois dans les rave parties. Mais on a toujours quelqu'un qui vient l'aider, qui vient prendre soin de lui, qui vient comme si c'était son frère en fait. Donc voilà, il y a vraiment une ardoute, comme on dit en hébreu, qui montre combien ces gens sont dans une visée pacifique. Donc quand on a des gens qui arrivent en paramoteur, donc comme une nuée de l'enfer, pour tuer des gens qui, eux, célèbrent la paix et l'espoir de paix, on a un assassinat de la culture, on a un assassinat de la musique, on a un assassinat, je dirais, de la jeunesse et de l'espoir, du renouveau. Et donc pour moi, typiquement, voilà, anecdotiquement et rapidement, j'ai projeté mon film hier pour des producteurs. Ça fait la 1e fois que je le vois, mais pour le coup, le fait de le revoir, le film, après les événements de l'assassinat de ces 260 personnes, je vous avoue que j'ai pas pu me retenir, j'ai fondu en larmes, parce que ces gens, pour moi, famille ou pas, on pose souvent la question, est-ce que tu as perdu des amis, est-ce que tu as perdu de la famille ? Mais ces gens-là, une par une, un Israélien par Israélien, c'est comme un frère ou une sœur. Donc cette perte, vraiment, aujourd'hui, voilà, je suis vraiment en deuil. Voilà. On a entendu depuis samedi des rapprochements entre les attentats du 13 novembre et les attentats qui ont eu lieu en Israël. Est-ce que pour vous aussi, il y a un rapprochement à faire entre ce qui est arrivé par exemple au Bataclan et à cette rave party ? Bien sûr, tout à fait, mis à part le fait que l'une des fêtes soit en plein air et l'autre en intérieur. Bon, c'est un titre anecdotique, on va dire, mais mis à part ça, on est exactement dans la même chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de Français qui ne sont pas juifs ou qui ne connaissent pas Israël et qui se sont sentis visés, notamment par rapport aux images que j'ai diffusées sur les réseaux sociaux,
sur le compte du film, donc des images de rave party, j'ai énormément de gens qui ont été affligés et qui ont réagi à ce post parce que justement ça rappelle de manière macabre et sinistre ce qui s'est passé au Bataclan malheureusement qui ont marqué les esprits, quoi. Où pouvons-nous retrouver ces images, Cindy Xaël ? Écoutez, alors nous on est assez présents, sur tous les réseaux, donc Facebook, Instagram, même sur Google. Il vous suffit on a un site internet qu'on a sorti, un site officiel qui est sorti récemment. Alors il faut juste écrire Transthérapie. Alors je vais vous l'épeler parce que c'est en anglais. Donc pour nos auditeurs, ça s'écrit Trans, T-R-A-N-C-E avec un C, thérapie avec un Y à la fin. Pour la thérapie par la transe, donc c'est bien pour ça que je témoigne aujourd'hui, c'est qu'effectivement on a une jeunesse israélienne qui vient chercher à guérir de son trauma de guerre, de ses blessures, des horreurs qu'elle a pu vivre à travers la musique trance, à travers cette musique hypnotique et les festivals, les rave parties qui a été victime, effectivement, un symbole qui a été victime de l'attentat du 7 octobre. Voilà. Merci beaucoup Cindy Xaël d'avoir répondu au micro de RCJ. Merci de m'avoir reçu et puis bon courage pour la suite. Merci. Et merci à vous, Victoria Géraud-Velmont. Vous écoutez RCJ. Il est 12h46. Dans un instant, ce sera l'humeur de franc-tireur avec le biais de l'essayiste Tristan Banon, la chronique droit de Marianne Felous et le dessin de Grimbord. RCJ Midi, édition spéciale. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org/urgence-israël. don.fju.org/urgence-israël. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h48. Tout de suite, l'humeur de franc-tireur avec le biais de l'essayiste Tristan Banon, un partenariat RCJ franc-tireur. Bonjour Tristan. Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque, un numéro particulier parce que c'est le numéro 100, évidemment, mais aussi à cause de l'actualité. Alors l'exercice est un peu compliqué aujourd'hui parce que comme le veut l'habitude que nous avons prise, je vais vous lire l'édito que je signe dans ce numéro, même si on ne voudrait parler que d'Israël et de l'attaque terroriste du Hamas. C'est parce qu'il est normal que l'actualité ne parle que de ça, que je trouvais important justement, dans cet édito, de revenir sur ce qui s'est passé juste avant et qu'on a naturellement, et c'est bien normal, trop vite oublié. Colère partagée. Il y a pire pour un dictateur qu'un peuple en colère. Il y a cette colère que le monde entier entend. Colère partagée. En remettant la semaine dernière le prix Nobel de la paix à la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, le comité norvégien s'est fait le porte-voix des Iraniens. Il a ainsi signifié au théocrate l'ayatollah Khamenei que dans le combat qui opposait son régime de Mollah au peuple révolutionnaire, c'est du côté des révoltés
qu'il avait choisi d'être. Narges Mohammadi a 51 ans et un époux journaliste exilé à Paris. Elle n'a pu vivre avec lui que 6 ans depuis 24 années de mariage. Leurs enfants n'ont pas vu leur mère depuis 2015. Narges Mohammadi a déjà une vie de militante derrière elle, un activisme féministe qui l'a conduite à mener très tôt la guerre contre le voile, la polygamie des hommes, la peine de mort et les abus sexuels en prison. Pour avoir défendu la cause des femmes, elle sera arrêtée 13 fois, condamnée 5, survivra à 154 coups de fouet. Enfermée encore en 2016 et pour 16 ans, Narges Mohammadi est depuis à la prison d'Evin. Elle est l'une des 4 prisonnières au courage extraordinaire à avoir brûlé son voile dans la cour centrale le 16 septembre dernier, marquant ainsi l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini. Madame Berit Reiss-Anderson, présidente du comité Nobel, réclame une libération, je cite, pour recevoir cet honneur. Illusoire espoir qu'attendre la clémence d'un dictateur islamiste. Le régime a fait savoir qu'il dénonçait une décision politique, comme s'il pouvait en être autrement. La paix est effectivement un choix politique. Avec ce Nobel, le comité n'a pas seulement récompensé Narges Mohammadi, il a salué le combat d'un peuple. Avec cette décision majeure, il a retiré le voile de la tête des femmes iraniennes pour étouffer les mollahs avec. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce texte, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest qui revient pour ce numéro 100 sur ce que veut dire de fêter 100 numéros et 2 années d'existence entre 2 guerres, l'une en Ukraine et l'autre en Israël. 2 bougies et du sang. En somme, Caroline Forest qui mène aussi le grand entretien de ce numéro un peu spécial. C'est avec l'essayiste et romancière Tania de Montaigne qu'elle discute. Tania de Montaigne qui défend avec une intelligence rare un nouveau roman et, plus que jamais, son refus de l'essentialisme et du racisme. Notre sujet à la une, c'est évidemment Israël. Comment regarder ailleurs qu'en Israël aujourd'hui? L'effroi et les affreux, c'est notre titre. Les uns massacrent, les autres excusent. Le portrait qui fâche est signé Yann Barth, c'est celui d'Alain Escada, l'allumé du cierge, ancien président de Civitas. Donald Trump, qui n'en finit pas de s'aborder le parti républicain, nous a également occupés. L'actualité nationale, internationale, les choix culture par Yasmina Jaffar et bien sûr, l'éditorial de Raphaël Enthoven qui s'attaque avec émotion, justesse et colère aux négationnistes du présent, ces élus insoumis qui ont mis dos à dos un massacre qui n'a rien à envier au pogrom et les choix éminemment critiquables du gouvernement israélien. Ces LFI parlent colonisation et cessez-le-feu. Face à la barbarie, l'explication est impuissante et obscène. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici à RCJ. Combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Belle journée à tous. Tristan Banon, vous écoutez RCJ, il est 12h52, tout de suite la chronique droit de Marianne Felous. Le droit, Marianne Felous. Le Hamas, dans sa volonté de fédérer l'opinion internationale contre Israël, comme à chaque fois qu'il le pousse à riposter, aura réussi l'exploit de fédérer les Juifs et leurs alliés comme jamais auparavant. Et ce, au prix de nos torrents de larmes qui auront eu le mérite d'effacer le maquillage antisioniste de nos opposants pour révéler l'horreur de leur antisémitisme. Je vais profiter de cet élan de vérité pour révéler le fond de ma pensée. Je n'ai jamais croisé de réel pro-palestinien qui n'ait pas un fond antisémite. Et n'hésitez pas à remplacer ce mot par antisioniste si vous aimez le maquillage. Cela va du très assumé antisémite en passant par celui perfusé à la naissance par l'anticapitalisme d'extrême gauche, jusqu'aux bons potes qui trouvent que les Palestiniens ont le droit à une terre, ça tombe bien nous aussi, mais ne voient pas très bien ce que les Juifs viennent y faire. Ce bon pote, auprès de qui j'ai longtemps fait mine de comprendre ses propos, tout en bouillant intérieurement, je ne veux plus l'entendre. La prochaine fois qu'il l'ouvrira, qu'il fasse pareil, avec un livre d'histoire cette fois. Il découvrira enfin son inculture crasse, que cette terre a été celle du peuple juif pendant 600 ans, avant qu'il ne soit chassé et exterminé de chaque terre dans laquelle il se réfugiait. On ne peut plus s'exonérer d'une introspection de la culture et de la religion musulmane, pour peu qu'on arrête de fermer les yeux sur les attaques régulières à la laïcité, qu'on arrête de se laisser étourdir par l'étendard vénéneux du mot islamophobie, et qu'on arrête de laisser ce débat nécessaire aux extrêmes de tous bords. Mais hélas, il semblerait que Ozara Torah, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, les terrasses des cafés ou le Bataclan
n'aient servi à rien. Ces gens, tués par le fanatisme, sont morts pour rien. Et nous voilà, quelques années plus tard, avec la même barbarie. Cette fois, un pogrom filmé sous nos yeux jusqu'à l'assassinat de bébés. Et encore des gens pour justifier l'injustifiable. Ancestrale rhétorique antisémite. Les Juifs sont responsables de ce qui leur arrive. Sachez qu'on vous lit, sachez qu'on vous entend, sachez que vous devrez rendre des comptes. Quant à ceux qui jouissent d'une quelconque notoriété, sachez que cette dernière vous confère un devoir. Vos voix portent autant que vos silences sont assourdissants. Plus que jamais, nous devons être unis aujourd'hui devant le droit d'Israël à éradiquer l'islamisme. Et oui, la guerre a un prix que le droit international ne peut reconnaître par définition. Surtout face aux combattants du Hamas, comme diraient les sympathisants d'Al-Qaïda, qui ne sont que des bouchers terroristes qui se servent de leur population comme bouclier et se foutent de toute solution diplomatique. Alors aujourd'hui, Israël va se battre par tous les moyens et pour toutes les démocraties dans le monde. Et il est de notre devoir de le soutenir sans nuance. Et peut-être qu'un jour, vous retrouverez la mienne au détour d'un texte vous racontant à quel point j'aborde Netanyahou et la colonisation. Mais ce n'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Ou alors, c'est que vous n'avez rien compris à mon texte. Merci à mon ami Michael Zazoun pour ce magnifique texte. Marianne Felous, vous écoutez RCJ, il est 12h56. On va terminer cette édition avec le dessin de Grimbe. Bonjour Grimbe. Bonjour. Alors Grimbe, votre dessin cette semaine porte sur les prises de position de l'extrême gauche au sujet évidemment de la guerre en Israël. C'est ça, exactement. Sur l'analyse parfois choquante de ces événements par certaines classes politiques françaises, le dessin a pour titre « Jusqu'où ira l'extrême gauche française ?» et on voit sur le dessin un terroriste du Hamas agenouillé auprès d'une femme morte. Il a un couteau dans la main, on comprend qu'il vient de la tuer et cet homme nous regarde et dit « Ils m'ont proposé la panthéonisation ». Voilà, donc parmi les absurdités que l'on peut entendre de la part notamment de la NPA ou du Parti des Indigènes, il y a déjà le fait que le Hamas ne serait pas un groupe terroriste, mais bien pire, on va jusqu'à parler de résistance palestinienne, ce qui est une lecture sur tous les plans absolument fausse et un discours profondément démagogique et dangereux. Voilà, donc on sent face à ces scènes de terreur qui ont lieu en Israël de la part de certaines personnes une haine qui est attisée, entretenue et sans le moindre discernement. Donc le résistant Manouchian entrera au Panthéon en 2024. Est-ce que l'extrême gauche française souhaiterait qu'il soit rejoint par les terroristes islamistes qu'ils aiment appeler résistants palestiniens? Nous verrons bien. Et c'est un dessin qu'on peut donc retrouver évidemment sur notre site RCJ et sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Grimbe et à la semaine prochaine. Merci. Vous écoutez RCJ, il est 12h57, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Côté Jardin, présenté par Jacques Benamou, qui reçoit Anne-Marie Bidot pour son livre Hollywood et le rêve américain, cinéma et idéologie aux États-Unis. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ. RCJ Midi, édition spéciale.